Constance London, comme à chaque fois, prenait place dans ce canapé. Elle s'y posait paisiblement, dans des vêtements confortables. Ensuite, une fois qu'elle s'y était posée paisiblement dans des vêtements confortables, elle tendait les jambes, s'y installait et se couchait. Mais elle savait qu'elle était prisonnière de la Murder House. Elle savait qu'elle était prisonnière de la Murder House. Constance London, comme à chaque fois, se mettait un bon disque vinyle. Elle se mettait un bon disque vinyle, comme à chaque fois. Regardant le ciel avec un verre de scotch, elle se servait un scotch sur le côté, dans un verre à whisky, sur une table en verre juste à côté d'elle. Buvant son whisky, savourant la moindre gorgée, elle était couchée sur le fauteuil et n'attendait qu'une seule chose, que son fils, son deuxième fils, Beau, et Tate, et sa jeune fille viennent les rejoindre. Elle n'attendait que ça, mais malheureusement, la Murder House n'adhérait qu'à une seule parole. Malheureusement, la Murder House n'adhérait qu'à une seule parole, celle de faire se répéter les cauchemars, celle de faire se répéter les tragédies. Lorsque le vinyle s'est terminé, lorsque les 45 tours se sont finis, que la pointe en diamant s'est levée, que le vinyle s'est arrêté, à ce moment précis, Constance ferma les yeux. Morte une nouvelle fois, elle leva les yeux, mais plus tard elle les réouvrit, couchée sur ce même fauteuil, couchée sur ce même canapé. Elle ouvrit les yeux, couchée en dessous du même lustre, avec la pointe qui pointait sur son visage. Elle ouvrit les yeux. D'abord flou, elle put voir le visage de sa fille avec les yeux arrachés. Ensuite, elle put voir le visage de son fils, au visage déformé. Beau, un enfant qui aimait beaucoup jouer à la balle. Elle put voir son visage, un enfant qui aimait beaucoup jouer à la balle. Beau. Et ensuite, le visage de Tate, avec ses cheveux blonds. Elle put l'apercevoir pendant un brief instant. Elle partit prendre le thé avec Tate, avec sa jeune fille aux yeux arrachés, avec son fils au visage déformé, Beau. Elle prit le thé avec eux avant qu'un homme ne débarque dans la Murder House. Avant que cet homme ne débarque dans la Murder House, impossible de voir son visage. Il brandit un fusil chargé. Le seul bruit qui terrifiait Constance London, c'était le bruit de ce fusil, de ce flingue. Cet homme tendit un fusil, et son visage très clair et net apparut à Constance ce jour-là. Son visage très clair et net apparut à Constance ce jour-là. C'était le père de Violette, qui tenait un fusil à bout portant sur la tête des enfants de Constance London. Le fusil retentit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et le fusil ne retentit plus. Juste de la fumée qui sortait un petit peu du canon. Une odeur, un petit peu de poudre, un peu partout après l'odeur de whisky, une odeur de poudre dans la maison. Après cette odeur de poudre, une odeur de thé, le thé qu'elle avait pris avec ses enfants. Ses enfants revinrent encore une fois, et le cauchemar ne cessait de se répéter. Elle se couchait sur le même fauteuil, mettait le même vinyle. Elle buvait le même whisky. Elle fermait les yeux. Elle mourait d'une overdose. Le vinyle s'arrêtait pendant qu'elle était morte, pendant qu'elle suffoquait. Ensuite, la pointe du diamant se levait. Le vinyle et les 45 tours s'arrêtaient à la dernière chanson. Et Constance se réveilla encore une fois. Le doux visage de sa fille, le doux visage de son fils, et le doux visage de Tate, juste à côté d'elle. Elle prit alors la priorité de faire passer sa famille avant les autres, et regarda Moira qui faisait le ménage. Moira qui faisait le ménage, avec ses porte-jartelles et ses vêtements sexy, était en train de se regarder dans le miroir. Elle se regardait dans le miroir, mais comparé à son jeune visage, c'était son vieux visage qui apparaissait dans le miroir. Derrière elle, la maison n'était pas intacte, mais complètement en ruine.
Le papier peint était en train de se décoller des murs. Les murs, les murs étaient parfois même du bois, du vieux bois cassé. Les escaliers étaient complètement déformés. Cela la terrifiait, de temps en temps ces visions d'horreur la faisaient se retourner. Mais la maison était parfaitement indemne. Elle continuait encore et encore à revivre la même chose. Moira et Constance, prisonniers dans la même prison, deux femmes qui se détestent et qui vivent un cauchemar des plus terrifiants. Moira ne cessait de voir sa mort se répéter, une mort qui se terminait souvent entre les mains de Constance. Et Constance ne cessait de voir son même cauchemar, la mort de ses enfants, par cet homme étrange avec un fusil à la main. Un premier matin, Constance s'était levée. Elle s'était levée avec ses enfants qui étaient à côté d'elle. Sa petite fille était en train de crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Aucun son qui était descriptible comme un cri ne pouvait sortir de sa bouche. Elle était en train de crier, les mains sur son visage, effrayée, les yeux levés. Enfin, ces yeux qu'elle n'avait plus, simplement deux trous noirs. Simplement deux trous noirs et des paupières soigneusement maquillées, qui maquillaient un petit peu le noir du trou de ses yeux. Elle levait la tête et regardait ce qui pendait, juste au plafond. Juste au plafond, ce qui pendait, c'était trois animaux morts, qui avaient été dépecés, accrochés à une corde, à une ficelle, par la patte ou par la gueule, accrochés par la patte ou par la gueule à une ficelle, juste par terre, une petite flaque de sang en dessous de chacun, et ce bruit incessant que laissait l'animal mort. Ce bruit incessant que laissait l'animal mort, les gouttelettes de sang qui tombaient, goutte à goutte, dans la petite flaque de sang en dessous. Constance fit circuler ses enfants, les mit à l'abri dans un petit sous-sol. Elle les mit à l'abri dans un petit sous-sol. Elle regarda sa fille en lui disant « Chut, reste là ». Elle prit les animaux morts et repartit dans le... Elle prit les animaux morts et sortit comme si de rien n'était. En prenant les animaux morts, en coupant la corde avec des ciseaux, avec des grands ciseaux en métal, des ciseaux de couturière, elle coupait la corde, prit les animaux morts, nettoya le sang alors que c'était compliqué. Elle n'hésita pas une seconde à nettoyer le sang. Les animaux morts, elle les mit alors dehors, sur le perron. Elle leva les yeux, mit sa main sur son visage, regarda alors au-dessus, la maison, les fenêtres qui surplombaient l'avant de la maison. Elle leva les yeux et regarda le ciel. Il faisait pourtant beau ce jour-là. Elle n'hésita pas un instant sur le fait de creuser un trou, d'y planter chaque fois un rosier, à la place de l'animal mort. Cela lui prit la journée, de trouver tous les animaux morts qui avaient été répandus dans la maison. Cela lui prit la journée, de les enterrer tous un à un sous un rosier, afin que s'élève une nouvelle vie. Cela prit alors un temps fou. Mais le lendemain, ce fut la même chose. Un nouvel animal mort, un peu plus gros cette fois-ci. Elle n'hésita pas à faire un plus gros trou et à planter davantage de rosiers. Les rosiers s'éparpillèrent tels des plantes mortes. Les rosiers s'éparpillèrent tels des ronces le long de la maison. L'odeur des roses commença à lui donner des hauts le cœur. Au final, elle déracina chacun des rosiers et enterra simplement l'animal dans un trou. Là où elle fit une fosse commune juste à côté de la maison. Elle y déposèrent ensuite des plaques de bois, faites par des personnes qu'elle avait appelées pour ça. Ces personnes, des menuisiers qui étaient experts en la matière, déposèrent des plaques de bois blanches, peintes en blanc, peintes en un blanc cassé, qui allait très bien avec la maison, qui allait très bien avec les châssis de la maison. Ces menuisiers les posèrent un à un sur une surface juste en dessous de ce trou qu'ils n'avaient même pas remarqué. Ils lui ont peut-être demandé une ou deux fois ce que c'était ce trou, mais elle n'hésita pas à ne pas répondre. Elle évita la question et les laissa poser les planches en bois, comme un bouchon, pour le mettre par-dessus ce trou. Et juste en dessous de ce trou,
Lorsque la terrasse était faite, elle profitait de sa terrasse. Elle profitait de sa terrasse en buvant le même whisky, en écoutant le même vinyle, mais elle sentait encore les odeurs s'émaner d'en dessous des planches. Elle sentait encore les odeurs s'émaner en dessous des planches, les odeurs de putréfaction, les odeurs de peau, les odeurs des animaux qui étaient en train de pourrir. Un lendemain, elle s'était levée. L'air frais qu'elle respirait dehors était si simple à encaisser. L'air frais qu'elle respirait dehors était si simple à encaisser. Elle ferma la porte derrière elle et un vent froid traversa sa nuque. Elle se dirigea vers la terrasse, et sur la terrasse, elle retira les planches un à un, découvrant des cadavres mutilés. Des cadavres mutilés, pourris avec le temps, ceux qui étaient également accrochés dans sa cuisine. Lorsqu'elle revint à l'intérieur de la maison n'hésita pas un instant à suspendre quelques cadavres au-dessus de sa cuisinière. Elle dut alors les réenterrer. Ce fut un jeu entre elle et la maison pendant très longtemps. Dans la chambre de Violette, un soir, 3 messages firent irruption sur son mur. Le premier message voulait dire « Va-t'en, pars, pars loin ». Le deuxième message lui disait « Je te vois ». Le troisième message lui disait « Est-ce que je t'ai manqué ?» Et le dernier message, lui, n'était pas vraiment un message, plus un avertissement. À sa fenêtre, 2 filles étaient en train de la regarder. Lorsqu'elle s'est approchée de ces 2 filles, elles remarquèrent d'abord que lorsqu'elle s'éloignait de ces 2 filles, elle disparaissait comme une ombre. Elle disparaissait comme une ombre quand elle s'en détachait, qu'elle détachait son regard ou alors qu'elle s'éloignait dans la chambre près de la porte. Elle s'en est approchée et leur visage a commencé à s'illuminer. D'abord leurs yeux, ensuite leur bouche, puis elles ont commencé à crier, à hurler. C'est là qu'est apparu un voile blanc, comme si elle se faisait écraser par une voiture, et que les phares l'aveuglaient. Elle est alors tombée sur le sol de sa chambre, et son père est arrivé, a retenu Violette contre le lit, et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle a regardé sur les murs, criant « Les messages, mais il n'y avait rien sur les murs. Ce soir-là, le père de Violette est descendu. Il a ouvert la porte et a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il a commencé à regarder partout dans le jardin, mais rien. Il a fait le tour de la maison, mais il n'y avait rien non plus. Au retour du tour de la maison, il est revenu. Il est revenu à l'endroit exact où il était, devant la porte. Un homme attendait à la grille. La grille était fermée. Lorsqu'il a été ouvrir la grille, cet homme est parti. Il a continué son chemin. Mais lorsqu'il s'est retourné, à l'intérieur, dans la propriété, un homme tenait un baril. Et regardait la maison fixement. Quand il s'en est approché, l'homme était couvert d'un manteau noir. Il était couvert d'un manteau noir, un manteau qu'il tenait au niveau de son épaule et qu'il tenait au niveau de ses bras. Au niveau de ses bras, il serrait son manteau contre lui. Il n'hésitait pas à tenir sous son manteau un baril avec de l'essence et regardait la maison. Il répétait tout bas « Il faut qu'on y mette fin, il faut qu'on y mette fin, il faut qu'on y mette fin ». Il répétait ça encore tout bas « Il faut qu'on y mette fin ». Traçant tout autour de la maison un cercle avec de l'essence. C'est alors que le père de Violette commença à dire « Oh, mais qu'est-ce qui vous prend ?» Il poursuit alors l'homme, et l'homme alluma une allumette. Regarda la maison, en disant « Je suis désolé », d'une voix triste. Il lança l'allumette, et la maison prit feu. La maison prit feu, mais tout de suite après, le feu s'éteigna comme s'il n'y avait jamais eu de feu. Il s'éteigna en un claquement d'œil. En un clignement d'œil, le feu s'éteigna, tout de suite,
comme si en une minute ou en une seconde, le feu avait disparu. Le feu se transporta alors sur le visage de l'homme. Le feu se transporta sur cet homme. Et cet homme repartit, le visage à moitié brûlé. Cette nuit-là, beaucoup d'apparitions étranges ont commencé à surgir. 2 petites jumelles à moitié brûlées, mais aucune flamme. Une chaleur intense dans la maison. L'impression qu'à l'intérieur des murs, ça brûlait. L'impression qu'à l'intérieur des murs, ça brûlait. L'impression qu'il y avait du feu à l'intérieur des murs. L'impression que les entrailles de la maison étaient en feu. 2 femmes sont apparues à l'intérieur de la maison. Elles sont apparues le visage plein d'espoir, mais ne restant à peine qu'une seconde, leurs yeux étaient déjà gris. Leurs yeux tombaient sur le côté. Leurs pommettes, leurs fossettes difformes, aucun sourire, un air neutre, livide. Elles sont restées là un instant. Elles commençaient à s'effacer, comme les traits d'un crayon sous une gomme. Leur visage, peu à peu, prenait une forme fantomatique, et elles commençaient à s'effacer de la maison. Lorsqu'elles sont parties, la maison a repris son cours normal. Enfin, elle a continué à commettre des meurtres et à tuer des personnes, en les enfermant à l'intérieur de son enceinte, comme si elle les mangeait. Comment autant de vulgarité sexuelle pouvait s'échapper d'un aussi beau corps? Alors qu'elle n'était encore que la belle et jeune Moira, aux cheveux longs et rouges, d'un rouge futile, lorsqu'elle n'était encore que cette belle et jeune Moira, couchée sur le fauteuil rouge de la maison. Elle attendait un homme qui regardait par la fenêtre, parlant tout seul et émettant des faits sur les habitants de la maison. Toutes les personnes qui ont habité ici avant eux. Alors que Moira, dans ces temps-là, n'était encore que la belle et jeune Moira, avec de longs cheveux rouges, d'un rouge qui pouvait attiser la curiosité de n'importe qui, d'un rouge qui pouvait charmer n'importe quel homme. Alors que comment autant de vulgarité pouvait s'échapper de son corps qui était si jeune, une poitrine si généreuse, un corps avec des courbes si harmonieuses, des jambes si longues, vêtues d'une courte jupe rouge, une courte jupe noire, avec un simple bandeau rouge qu'elle tenait à sa main. Sur ce canapé rouge, elle n'hésita pas à montrer ses jambes avec les porte-jartelles, à les écarter. N'importe quel homme serait charmé par sa position. Elle n'attendait qu'une seule chose, que l'homme se joignît à elle. Sur le fauteuil, elle a fait les pires insanités que Dieu puisse imaginer, même si Dieu a déserté cet endroit depuis longtemps. Au moment où elle écarta ses jambes pour que l'homme la rejoigne, ce fut alors au tour de Constance d'arriver dans cette pièce. Elle l'a vu et l'a surpris avec cet homme, écartant ses jambes et écartant sa tenue pour lui. Lui était déjà en train d'être au-dessus de son corps. Constance pointa un fusil, tira d'abord sur Moira. Elle tira d'abord sur Moira, lui fit alors ce qu'on appelle un troisième œil, lui tira juste entre les 2 yeux. L'homme, effrayé, partit. Il se rhabilla, avec ses vêtements noirs, mais Constance se tourna tout aussi vite, en lui disant « Pas si vite ». À peine ayant presque franchi la porte, elle lui tire dessus. L'homme tombe par terre, traîne son cadavre jusqu'à la broyeuse. Traîne alors le cadavre de Moira à côté de lui. Elle la traîne jusqu'à la broyeuse. Les met alors dans la broyeuse. Le sang giclait de partout sur le visage de Constance, mais Constance n'en avait que faire. Elle n'en avait que faire, la seule chose à laquelle elle pensait, c'était creuser 2 trous, les réduire en charpie, les réduire en bouillie, et une fois que c'était fait, réduite en bouillie, elle sortit alors les os les uns après les autres. La chair, elle la versait alors dans 2 gamelles, et appela 3 chiens qu'elle avait appelés. 3 gros chiens qu'elle avait appelés, et la chair était transformée en bouillie. Elle mit alors de l'eau pour humidifier bien le tout. On entendait le bruit des chiens qui étaient en train de mâcher, qui étaient en train de broyer la nourriture sous leurs canines et sous leurs crocs acérés.
Alors qu'elle venait d'être transformée en pâté pour chien, ce qui était la réelle réalité des actes que la maison avait forcé, ce qui était la réelle réalité des actes de Constance que la maison lui avait forcé à faire. Elle l'avait aussi fait parce que c'était sa maison, son fauteuil, et qu'elle ne voulait que personne n'y rentre, et que Moira n'avait pas été engagée pour faire plaisir aux hommes, mais pour nettoyer la maison. Elle l'a alors tué ce soir-là. Ce soir-là, c'est comme si l'orage lui parlait, comme si la maison lui disait des choses. Quand elle est rentrée, elle a simplement rebouché les trous, comme de simples trous de taupe. Elle a fermé les rideaux, a allumé toutes les lumières, s'est servi un whisky, déposant alors son vinyle préféré, mettant sa musique préférée, et n'attendant qu'une seule chose, que le calme s'apaise, que la tempête passe. Elle s'est posée dans son fauteuil, a bu son whisky. Elle s'est regardée dans le miroir, à quel point elle avait vieilli depuis le temps qu'elle était restée dans la Murder House. Elle a pris son verre et a dit « Santé, santé à moi ». Elle s'est assise et sa jeune fille est arrivée pour venir lui dire de prendre le thé. Encore une fois, elle était allée prendre le thé, regardant son verre qu'elle avait laissé sur la table. Elle avait laissé son verre sur la table, mais n'oublia pas une seule chose, le cauchemar allait recommencer. Mais elle était habituée maintenant aux manipulations de la Murder House. Lorsque le cauchemar recommençait, elle ne le regardait qu'avec très peu d'intérêt, jusqu'à ce que l'une des balles vienne se loger dans son crâne à elle. Vengeance avait été donnée pour Moira. Le cadavre de Moira se réveilla un soir, creusant la terre. Elle se releva. Elle s'asseya par terre, se releva et regarda la maison. Elle hésita à rentrer un instant, mais finalement elle entra et trouva le cadavre de Constance au bas des escaliers, une balle dans la poitrine. Elle prit alors le revolver qui était à sa main, un revolver à barillet. Elle écouta juste le bruit du barillet et ne le chargea que d'une seule balle. Ce soir-là, elle se donna la mort. Elle se donna la mort par roulette russe, mais la malchance était tombée sur elle. La balle se logea dans son crâne, et tout de suite le sang s'écoula à côté, contre le barillet du fusil qu'elle avait lâché. Ses doigts, qui vinrent à lâcher le fusil, à lâcher la gâchette, la détente, et à lâcher le fusil tout entier, se retrouvèrent couverts de sang et baignés dans une flaque qui continua à s'étaler sur le plancher.